cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Bonjour Thomas Lécuyer. Bonjour Philippe. Comment il va aujourd'hui ? Ça va bien, et vous ? Comme un... J'ai mis mon t-shirt Quincy Jones aujourd'hui, parce que... pour une raison particulière, parce qu'on a les premières images de Michael, le très attendu biopic sur Michael Jackson, qui est décédé en 2009. Le film est réalisé par Antoine Fuqua, qui a notamment fait la saga The Equalizer, donc une saga d'action très connue avec Denzel Washington. C'est Jafar Jackson, le neveu du roi de la pop, qu'on peut voir sur les images et qu'on peut entendre, qui va jouer son tonton. Âgé de 27 ans, Jafar Jackson, il est lui aussi chanteur et compositeur, c'est le fils de Jermaine Jackson, la ressemblance est frappante, c'est assez hallucinant ces premières images, le biopic va sortir en 2025, on a eu ces images grâce au Daily Mail, tabloïd britannique qui a réussi à voler quelques images du tournage, et il faudra attendre encore 2 ans pour regarder ce biopic qui est produit par les producteurs de Bohemian Rhapsody, le biopic sur Queen, donc c'est un peu des spécialistes en la matière. On a le temps, mais dès que ça concerne Michael, moi je suis au taquet. Bah oui, forcément, 2025 on a le temps, effectivement. Mais vous notez dans votre agenda, on en reparlera. Allez, on parle également de Mad Max. Voilà, en 2015, le cinéaste George Miller donnait au monde une des plus grosses claques de l'histoire du cinéma, Mad Max Fury Road, le 4e volet de sa saga entamée en 1979, qui raconte l'histoire d'une poignée de survivants dans un monde post-apocalyptique qui a été évidemment ravagé par la folie des hommes. C'est désertique et sauvage. Mad Max Furiosa, c'est le préquel de Mad Max Fury Road, et ça va sortir au printemps 2024, donc dans quelques mois seulement. Une première bande-annonce vient d'être dévoilée sur les réseaux sociaux, ça a l'air complètement dingue, avec Anya Taylor-Joy qui joue le rôle principal, qui joue Furiosa, et Chris Hemsworth. Ça va être furieux, ça va être intense, ça va sentir le sable et le gasoil, c'est tout ce que j'aime au cinéma, j'espère que vous aussi. Mad Max Furiosa, rendez-vous peut-être à Cannes 2024, et en tout cas au printemps dans les salles. Bon, alors, c'est encore on a le temps aussi, visiblement, mais effectivement on se réjouit déjà de pouvoir apprécier sur grand écran ce grand retour en quelque sorte de Mad Max. Oui, il faut imaginer que la saga a commencé en 1979, et il faut imaginer aussi que George Miller, le réalisateur de Mad Max, c'est aussi lui qui a fait Babe, le cochon devenu berger, et c'est aussi lui qui a fait Happy Feet, le film avec les petits pingouins qui font de la musique. À mon avis, dans sa tête, ils sont plusieurs. Effectivement. Allez, on passe à La Bête maintenant. Oui, on finit ces news avec une autre sortie très prometteuse, celle de La Bête, un film fantastique de Bertrand Bonello. Bertrand Bonello, il a été révélé au grand public par son biopic sur Yves Saint-Laurent qui est sorti en 2014. Dans La Bête, il adapte une nouvelle d'Henry James, une nouvelle de l'auteur Henry James qui a été publiée en 1917. Et il emmène Léa Seydoux, toujours parfaite, dans un futur proche où règne l'intelligence artificielle. Du coup, les émotions humaines sont devenues une menace puisque l'intelligence artificielle contrôle tout, et Gabrielle, qui est l'héroïne du film, doit purifier son ADN en retournant dans le passé pour vivre ses vies antérieures et éliminer ses émotions. Le film va sortir en février 2024, entre voyage dans le temps, romantisme et science-fiction horrifique. Et on a hâte parce que ce genre de film français qui mélange tous les styles comme ça est assez rare. Et puis surtout avec Bertrand Bonello aux commandes, ça la promet quelque chose d'unique. Ça a l'air tout à fait bien, ça, dites donc. Très bien. On parle maintenant des sorties de la semaine, des films à voir dès demain dans les salles obscures, et on commence par Maestro. Oui, si je vous chante I Feel Pretty, oh so pretty, vous allez tout de suite penser à West Side Story, non? West Side Story, l'inoubliable film de 1960, composé par Leonard Bernstein, dont Bradley Cooper raconte la vie tumultueuse dans un biopic intitulé Maestro, qui sort demain en salle. Bradley Cooper réalise le film et joue aussi le grand compositeur, et le film va s'intéresser plus particulièrement à l'histoire d'amour incroyable entre Felicia, la femme de Léonard, et Léonard. Il faut savoir que les deux sont restés mariés plus de 25 ans, et puis au bout d'un moment, Léonard a divorcé pour pouvoir vivre pleinement son homosexualité. Il a eu des enfants avec Felicia, il a vécu en couple, et puis d'un coup il a fait son coming out, et après il est revenu d'ailleurs avec Felicia pour l'accompagner dans la fin de ses jours. C'est une histoire très intense d'amour et de musique. En dehors de West Side Story, Leonard Bernstein, il a composé des symphonies, des ballets, des opéras, et aussi l'inoubliable New York, autre chanson que je vais m'abstenir de chanter parce qu'il pleut déjà. Oui. Donc
Non, puis Liza Minnelli le faisait tellement bien. Maestro, ça sort demain. Ouais, très bien. Merci, film à voir absolument magnifique. On parle de migration aussi. Et oui, si je vous chante, c'est la danse des canards qui, en sortant de l'Omar, se remoue le popotin. Le bas des reins. Le bas des reins, ouais. Le bas des reins, c'est vrai. Vous avez raison, non mais c'est important la précision dans les paroles. Ah bah oui. C'est pour parler de Migration, le nouveau dessin animé des studios Illumination, les créateurs des Mignons. Et cette fois, il est question de canards, hein, vous l'avez deviné grâce à la chanson, et plus particulièrement de la famille Colvert, hein, qui est tiraillée entre le côté casanier du père, qui aime bien, qui a qu'une envie, c'est de rester tranquille dans sa petite mare de la Nouvelle-Angleterre, et le côté aventurier de la mère, qui voudrait casser sa routine pour partir migrer en Jamaïque. Le père finit par céder, la famille finit par décoller, mais au lieu de prendre la direction de la Jamaïque, le père, qui n'a pas un bon sens de l'orientation, va se tromper et va mettre le cap direction New York. Et du coup, rien ne va se passer comme prévu. C'est très très drôle. C'est un dessin animalier avec les voix françaises de Pio Marmaille et Laure Calamy, et ça sort demain pour une sortie ciné en famille. Ça a l'air bien sympa à voir en famille, effectivement. Allez, Noël joyeux, on le dit dans ce sens-là. Oui, une comédie française avec Franck Dubosc et Emmanuel DeVos. Hein, c'est la saison des films de Noël. Hein, il va en sortir une pelletée, notamment sur YouTube et sur les plateformes. Au cinéma aussi, ça c'est la comédie de Noël de fin d'année. C'est Noël pour la famille Baran. C'est sacré, hein, surtout pour le père Vincent, qui se fait une joie de voir toute la famille réunie à chaque fois. Le problème, c'est que les enfants ont grandi et posent un lapin aux parents. Du coup, les parents se retrouvent pour la première fois tout seuls à Noël. Ils décident donc... C'est con parce que le lapin, normalement, c'est à Pâques. Oui, c'est vrai en plus. Ils décident donc d'aller chercher des personnes âgées dans une maison de retraite, des personnes âgées solitaires, pour les inviter à passer Noël chez eux. Ils recrutent 2 personnes, mais rien ne va se passer comme prévu parce que, on le sait, les seniors peuvent être aussi un peu foufous et vont semer un joyeux bazar dans la maison des Baran, avec donc Emmanuel DeVos et Franck Dubosc. Ça sort aussi demain. Noël joyeux. Noël joyeux, c'est noté. On parle également du consentement maintenant. Voilà, on change de registre, on arrête de chanter avec la sortie en salle suisse du très poignant drame français Le Consentement, inspiré du livre du même nom, qui revient sur la terrible affaire Matzneff. Alors Gabriel Matzneff, c'est un auteur français à succès qui est toujours en vie en ce moment et qui est toujours en liberté actuellement. C'est un prédateur sexuel, c'est un monstre manipulateur. On est à Paris. En 1985, Vanessa a 13 ans. Elle rencontre Gabriel Matzneff, un auteur déjà connu à l'époque, il a 50 ans. Et la jeune adolescente de 13 ans va devenir l'amante de Gabriel Matzneff à 13 ans seulement, et aussi la muse de cet homme qui va créer beaucoup de ses romans autour de sa relation avec cette jeune fille mineure. Elle va subir de plus en plus l'emprise destructrice de ce monstre. Le film est terrifiant, c'est Jean-Paul Rouve qui joue Matzneff, il est glaçant de justesse. C'est un film à pas mettre entre toutes les mains. Et après le succès du film en France, il sort enfin en salle en Suisse demain. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Merci d'être avec nous, Thomas Lécuyer, comme chaque mardi. On parle des films qui sortent demain sur les écrans de Suisse romande, dans les salles obscures. Et on commence avec ce premier top de cette semaine. Et la fête continue. Oui Philippe, gros coup de cœur pour le nouveau film de Robert Guédiguian, que nous aurons d'ailleurs le plaisir d'avoir en interview la semaine prochaine dans Mardi Cinéma. Alors Robert Guédiguian, cinéaste marseillais, c'est évidemment Marius et Jeannette, sorti en 1997, immense succès. C'est aussi Au fil d'Ariane, L'armée du crime, Twist à Bamako, un cinéaste généreux et politique qui baisse pas les bras après plus de 40 ans de carrière et qui propose un nouveau film aussi militant qu'attachant. Alors le film s'ouvre sur les images d'archives du terrible drame de la rue d'Aubagne à Marseille, quand plusieurs immeubles insalubres s'étaient effondrés, avaient fait plusieurs dizaines de victimes. Mais après ça, eh bien, il va chercher de l'humanité, de la lumière et de l'espoir dans son film. La fête continue dresse le portrait de Rosa. Rosa, elle a la soixantaine rayonnante, elle va croiser à nouveau la route de l'amour sans trop y croire, et surtout, elle hésite à se lancer dans la course au municipal après toute une vie de militante de gauche. Le cinéaste met une bonne claque à la gauche française au passage, une gauche française en piteux état, selon lui. La ville de Marseille tombe en ruine, la gauche française est lessivée et déchirée, et du coup Rosa, elle a des doutes, elle se demande si elle ferait pas mieux d'aller voir ailleurs, d'aller chercher un bonheur tranquille et enfin mérité, plutôt que de se battre contre des moulins pour ne rien changer. C'est très très beau, ça chante les mérites de l'espoir, même si tout semble aller mal. C'est plein de soleil, bref, c'est du cinéma de Robert Guédiguian et je vous conseille vraiment d'y aller.
Et c'est un top, premier top, de cette semaine. Autre top, selon Thomas Lécuyer, c'est Bâtiment 5. Bâtiment 5, oui, tout à fait, le film de Lajli. Alors ça aborde, ce qui est assez fort, c'est que le film aborde aussi les problèmes de notre société, comme celui de Robert Guédiguian, mais d'une manière totalement et radicalement différente. Là où Guédiguian va chercher la lumière et l'espoir, Lajli va de nouveau s'intéresser aux sombres dessous de la politique française et aussi à la manière dont sont traités les quartiers sensibles, les banlieues françaises. Il est question ici d'immeubles qui s'effondrent aussi. Lajli, c'est celui qui a réalisé Les Misérables, et il continue son œuvre de cinéma politique lui aussi. Alors ça raconte l'histoire d'un vaste plan de réhabilitation dans la ville fictive de Montvilliers. Les bars HLM vétustes doivent être remplacés, mais sous couvert de cette réhabilitation, en fait, le maire, qui est un maire qui vient d'être élu de cette ville, veut virer les quartiers populaires et remplacer ces quartiers populaires par des nouveaux habitants. Donc il n'y aura plus la place pour ces familles nombreuses, pour ces familles au loyer modeste. Bref, il veut nettoyer sa ville, entre guillemets. Petit à petit, une résistance va s'organiser pour lutter contre cette gentrification menée de manière agressive. Et puis, il y a deux camps qui vont se former. Il y a le camp de Abby, une jeune femme très appliquée dans la vie sociale, qui croit en une solution politique et démocratique, et puis il y a un camp qui croit plutôt à l'usage de la force et à l'usage du conflit. Les deux camps vont mener une lutte sans merci. Comme toujours chez Lajli, il y a beaucoup de lyrisme et de violence dans cette mise en scène assez radicale, des plans au drone, de la musique classique, c'est beaucoup d'emphase, mais c'est un film poignant qui secoue les consciences et qui évite de tomber dans les vérités toutes faites. C'est Bâtiment 5 de Lajli. C'est noté. Merci Thomas Lécuyer pour ces deux tops de la semaine. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Ça va toujours Thomas ? Ça va très bien. Rencontre maintenant et interview avec Laetitia Colombani, à qui vous avez eu l'occasion de tendre votre micro. Oui, Philippe Laetitia Colombani qui a signé en 2017 La Tresse, un roman choral au succès phénoménal, plus de 5 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Elle signe aussi l'adaptation au cinéma très réussie de son roman qui est sorti mercredi en salle. Elle nous explique pourquoi et comment est née cette histoire. Rencontre. J'avais envie depuis un moment de parler des femmes, de raconter des histoires de femmes dans le monde d'aujourd'hui. J'ai été très marquée par le film Babel que j'avais vu, un film d'Inarritu, sorti il y a presque 20 ans. Je m'étais dit à l'époque, j'aimerais faire un jour un Babel au féminin. Et puis, je voyage beaucoup. J'essaye de discuter avec les femmes que je rencontre un peu partout dans le monde. Et à chaque fois, je suis surprise de voir à quel point elles sont encore enfermées dans des carcans, à quel point elles doivent se battre pour être libres. Et il se trouve que j'avais vu un documentaire sur l'Inde qui m'avait beaucoup marqué. J'avais moi-même passé du temps à voyager dans ce pays. Et en parallèle, j'accompagnais une de mes amies qui est malade, qui a un cancer. Et toutes ces influences-là, toutes ces envies-là, finalement, elles ont fait boule de neige pour me donner l'impulsion de cette histoire. Toi aussi, tu vas apprendre à lire et à écrire, comme les brahmanes et les fermiers. Là où dans le roman, on peut être très intérieur, accompagner l'intimité d'un personnage, au cinéma, on doit montrer de façon extérieure ce que ressent le personnage. Et ça, c'est un travail que j'avais déjà fait auparavant en tant que scénariste. Donc, j'avais cette expérience-là. Et c'est vrai que dans mon récit, j'ai 3 parties qui sont assez différentes. J'ai adapté l'Inde, par exemple, de façon assez fidèle, puisque tout le trajet du personnage de Smita dans le roman était déjà assez visuel, et puis elle est confrontée à différentes péripéties. Au contraire, la partie canadienne qui relate l'expérience de la maladie pour le personnage de Sarah Cohen est plus introspectif dans le livre. C'est la partie qui m'a demandé le plus de travail parce qu'il a fallu que je crée des scènes, des situations, des personnages, des dialogues pour révéler cette intériorité-là. Et d'ailleurs, l'exercice qui était délicat pour moi, c'était de passer de l'un à l'autre quasi sans transition. C'est-à-dire qu'on a tourné 2 mois en Inde, puis 2 mois au Canada, 2 mois en Italie. Et d'un seul coup, je suis passée de l'histoire indienne avec cette équipe, ces comédiens, dans la chaleur de cet été indien. Et je me suis retrouvée du jour au lendemain dans une tempête de neige à Montréal avec une toute autre équipe, une autre histoire, d'autres enjeux. Et en même temps, malgré ces disparités,
il fallait que moi, en tant que réalisatrice, je garde toujours à l'esprit la continuité du film, parce que je faisais un seul et même film. Je raconte à travers ces 3 histoires une seule et même histoire de solidarité, de sororité. Et ça, il fallait jamais que je perde le fil, et le réalisateur est le capitaine du bateau, donc je devais toujours, moi, être garante de cette unité-là. Julia, c'est ton père. Il a eu un accident. Maître? Ce seront 3 personnages qui finalement n'ont aucune raison de se rencontrer un jour, mais qui sont malgré tout liés. Et ce lien entre les gens, cette solidarité, consciente ou inconsciente, elle est vraiment au cœur du roman. D'ailleurs, elle est au cœur de mes autres romans. Et c'est un film, oui, c'est un film choral, c'est une tresse entre 3 personnages, entre 3 cultures, entre 3 continents. Laetitia Colombani, La Tresse, film magnifique à voir. Absolument. Oui, alors un grand conseil, il faut aller voir ce film, c'est 3 films en un, l'histoire est poignante et passionnante.